Comment votre smartphone peut vous localiser à quelques mètres près grâce à des satellites qui sont placés à plus de 20 000 km d'altitude? Comment font-ils pour vous localiser avec une telle précision? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est notre deuxième épisode dans la série des vidéos dédiées à la compréhension du GNSS et ses applications en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le positionnement GPS, tout simplement, comment fonctionne le GNSS. Et nous allons parler ici de la trilatération. Nous allons voir le problème du temps et des horloges, qui c'est très important en termes le temps joue un rôle, la précision du temps surtout joue un rôle très important sur la précision en fait de l'estimation du position. Nous allons voir la relation entre temps, distance et positionnement, ce qui rend possible en fait l'estimation de la position tout simplement. Nous avons parlé dans la vidéo précédente de la trilatération et on avait dit qu'on a besoin de 4 satellites. Or avec 3 satellites on peut déterminer la position. Nous allons voir pourquoi ici on a besoin de 4 satellites pour une position précise. Nous verrons les sources d'erreurs liées au positionnement et nous allons voir les solutions qui sont proposées pour améliorer cette précision et l'ordre de précision qu'on peut avoir avec les systèmes qu'on a aujourd'hui. Mais avant, parlons maintenant de la trilatération. Et ne vous en faites pas pour les formules qui sont dites, ce sont des formules mathématiques qui sont très basiques pour ceux qui ne sont pas familiers avec les formules mathématiques. Ok, c'est ce que vous pouvez avoir en termes de simplicité. Ok, et ça va nous aider surtout pour bien illustrer ce que nous allons voir ici, la notion de trilatération. Et comment ça fonctionne exactement le positionnement GNSS, et surtout grâce au concept de trilatération. L'objectif, c'est que avec tous les satellites qui sont en orbite plutôt autour de la Terre, c'est d'être capable de localiser en fait n'importe quel point qui se trouve au sol ou tout simplement de localiser n'importe quel récepteur GNSS qui se trouve au sol grâce à ces satellites. Donc, en termes de position, qu'est-ce qu'on veut? On veut principalement ces trois paramètres qui sont là. C'est la position, on est en 3 dimensions, ces coordonnées, on peut, disons les coordonnées là, la latitude, l'altitude et la longitude. C'est ce que nous voulons en fait déterminer. Ok. Et si je parle ici de récepteur GNSS, ça peut être votre smartphone, ça peut être un ordinateur ou bien ça peut même être une montre. Ça va dépendre en fait. J'ai juste un équipement qui permet de recevoir, qui peut recevoir un récepteur, un signal GNSS et le décoder aussi. C'est un récepteur GNSS. Donc notre objectif c'est de déterminer ces 3 paramètres ici, les coordonnées du récepteur qui se trouve au sol. Il peut être mobile dans le cas de la navigation par exemple, ok, ou bien il peut également aussi être fixe, tout est possible. L'objectif c'est de pouvoir le localiser, ok. C'est le cas par exemple ici, moi j'ai un PC et je suis fixe ici. L'objectif c'est de pouvoir déterminer ma position grâce à ces satellites en utilisant le concept de trilatération. Et qu'est-ce qui se passe? On a besoin principalement de 4 satellites. Et pourquoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite? Donc, le satellite GNSS va envoyer ce qu'on appelle des messages de navigation. Et ces messages-là contiennent beaucoup d'informations, mais nous, quelques informations plutôt. Mais nous, on va se baser principalement sur certaines informations dont on a besoin pour estimer la position du récepteur GNSS. Et parmi ces informations, il y a les coordonnées en fait du satellite dans le référentiel GNSS. Ce message, le signal GNSS qui est envoyé par le satellite vers le récepteur GNSS, contient la position du satellite et le temps d'émission du signal. Ok, et nous, une fois que le signal est arrivé au récepteur GNSS ici, le récepteur va en fait estimer le temps de propagation qui est de ce signal-là, qui est tout simplement la différence entre le temps de réception et le temps d'émission. Ok, nous allons avec le temps d'émission. Donc cette différence-là va tout simplement ici, je vais faire ceci. Cette différence va nous donner le temps de propagation du signal ici.
Et connaissant le temps de propagation et la vitesse du signal-là, ce signal-là, c'est juste une onde électromagnétique, ou bien ce sont des ondes électromagnétiques ou des micro-ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière, qui est le c qu'on a ici. Donc, la distance entre le satellite et le récepteur GNSS peut être estimée grâce à cette relation, à cette formule. La distance, c'est la vitesse fois le temps, tout simplement. Nous, ici, la vitesse qu'on va utiliser, c'est la vitesse de la lumière, le c que vous voyez ici. Et le temps de réception, c'est juste la différence entre le temps d'émission et le temps de réception. C'est le temps de propagation du signal. Okay? Et avec ça, on peut déterminer la position du récepteur GNSS par rapport au satellite. Mais là, on n'a pas encore des informations sur les trois coordonnées là. Il y a la relation qu'on a qui relie en fait cette distance avec ces coordonnées, c'est l'autre relation qui est ici. La distance est égale, si j'ai les coordonnées de 2 points, cette relation permet de relier la distance avec ces deux coordonnées tout simplement. Ici le X, le Y et le Z, ce sont les coordonnées en fait du récepteur que je vais déterminer, et le X1, Y1, Z1, ce sont les coordonnées du satellite 1 qui sont déjà connues. Et cette distance là, c'est tout simplement cette distance ici. On a déjà en fait calculé. Donc c'est la relation qui lie le temps, la position et dans la position et la distance. Que cette relation là. Ok, comme ici on a une équation tout simplement qui a 3 inconnus ici avec un satellite, on ne peut pas résoudre là. Mais il y a également aussi un problème parce que, comme on l'avait dit, les satellites sont équipés d'horloges atomiques qui sont bien synchronisées et qui sont très précis. Par contre, le récepteur ici est équipé des horloges qui ne sont pas très précises, disons des horloges électroniques pour simplifier. Et il y a un petit décalage ou bien un léger décalage en termes de temps. Le problème est que une erreur de 1 microseconde ici sur l'estimation de ce temps-là, le temps de propagation, va entraîner en fait un décalage de 300 mètres, de 300 mètres sur la distance. Comme vous le voyez ici, parce qu'on multiplie avec la vitesse de lumière qui est de l'ordre de 300 000 km. Et donc une petite erreur sur le temps va impacter beaucoup sur le positionnement, surtout sur la distance ici. Okay. C'est pourquoi dans les équations ici, pour gérer l'erreur liée à la désynchronisation de ces deux horloges, l'horloge atomique et l'horloge du récepteur ici, okay, on va introduire en fait un facteur de temps, le delta t ici, pour gérer ce problème-là en fait, okay, de décalage sur l'heure. Donc avec un seul satellite, on a cette relation, okay, on a cette relation et nous voulons déterminer surtout les positions du récepteur ici. Ce sont les inconnus qu'on va déterminer. Okay? Et le facteur delta t qui est également ici aussi inconnu à ce niveau-là. Le satellite peut donc, on peut représenter ça par une sphère centrée sur le satellite et de rayons cette distance ici. Et le point qu'on veut estimer, le récepteur GNSS, peut en fait se trouver partout dans cette sphère. Donc si on ajoute un autre satellite plutôt, en fait on peut aussi avoir, on va avoir déjà l'équation, c'est la relation également ici qui le relie. Ok, mais ça définit aussi une deuxième sphère plutôt qui est centrée également sur le deuxième satellite et de rayons cette distance-là, et l'intersection de deux sphères en 3 dimensions va nous donner tout simplement en fait un cercle. Et ce cercle-là va représenter les positions possibles du récepteur. Et jusque-là, on a beaucoup d'options, on ne peut pas en fait le déterminer. Ok. Déjà ici même, nous avons 4 inconnus avec 2 équations. C'est difficile de trouver on a plusieurs solutions possibles en fait pour ces coordonnées x, y, z et le delta t. Okay. Avec une 3e satellite ici, l'intersection des sphères de ces 3 satellites-là va nous donner en fait 2 points dans l'espace. Ok, ces 2 points-là, un des 2 points, il y a beaucoup de techniques qui permettent en fait d'éliminer. C'est un point qui va se trouver dans l'espace et c'est facile de l'éliminer en fait. Et le deuxième point se trouvera au sol qui va correspondre en fait aux coordonnées du récepteur GNSS. Ok, et
voici la représentation mathématique. L'équation va devenir comme ça. Et avec ça, ici, si on n'avait pas le facteur delta t ici, avec 3 satellites, si on n'avait pas ce décalage en fait sur les horloges ou ce facteur de désynchronisation, si on ne l'avait pas, on pouvait en fait, avec un système de 3 équations et 3 inconnues, on pouvait trouver en fait les positions du récepteur GNSS. Mais puisqu'on a un facteur de temps, il faut en fait un 4e satellite pour trouver cet inconnu-là en fait, ok? Pour gérer surtout ce facteur, la synchronisation ou ce facteur de désynchronisation. Donc avec un 4e satellite, notre système est complet. Nous avons un système d'équations de 4 inconnus et de 4 équations et 4 inconnus. Et on peut résoudre ça et trouver facilement ces paramètres-là, qui est lié les problèmes de trouver les coordonnées du récepteur et le facteur de décalage ici pour calculer les distances en fait ici. Donc c'est comme ça que fonctionne la trilatération. On a besoin de 4 satellites, les 3 pour la position et le 4e surtout pour le problème de synchronisation des horloges. Parce que les satellites, eux, ont des horloges atomiques qui sont bien synchronisées, mais le problème repose sur le récepteur. Et comme on l'a dit ici, une erreur d'un microseconde va entraîner plutôt un décalage de 300 mètres. C'est énorme. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne le principe de trilatération. On fait de la trilatération au moins avec 4 satellites. Mais on peut également aussi faire de multitrilatération avec plus de 4 satellites en fait. Ça nous permet d'avoir surtout une meilleure précision ici. Et de plus aussi, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on a 4 grandes constellations et on a vu que les satellites de ces constellations-là peuvent être placés sur différentes orbites. Donc le système GNSS va permettre en fait de recevoir ces signaux-là à partir de différents satellites provenant de différentes constellations et ça permet en fait d'avoir une meilleure précision. Et plus on a de satellites, plus on a une meilleure précision de différentes constellations et la précision est meilleure. Donc c'est comme ça qu'on arrive à localiser, que votre smartphone fait pour vous localiser, ou tout simplement c'est le principe qui est utilisé dans la navigation ou bien dans le domaine de l'aviation. Malgré sa précision, le GNSS n'est pas parfait à 100%. Et voici quelques facteurs à prendre en compte ou bien quelques facteurs qui influencent en fait la précision. Et principalement, vous avez ce qu'on appelle le multipath ou bien la réflexion du signal. Et c'est surtout l'un des erreurs qui entraîne une déviation énorme en fait sur la position. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Comme on l'a dit, normalement, le satellite GNSS va envoyer un signal au récepteur GNSS. Et normalement, ce signal est censé repartir du satellite vers le récepteur ici. Mais le problème, c'est que ce signal-là peut rebondir sur les bâtiments, par exemple, ou bien sur les véhicules, tout simplement sur les arbres même. Ça peut aussi refléter le signal, ou sur certains matériaux. Il y a des matériaux qui reflètent en fait les ondes électromagnétiques et qui réfléchissent plutôt les ondes électromagnétiques, le signal qui est envoyé. Et comme vous voyez ici, si le signal réfléchit sur un bâtiment puis revient sur le récepteur, ça va en fait entraîner un décalage en termes de temps, tout simplement. Et ça va impacter en fait l'estimation de la distance ici, tout simplement. Donc, c'est parmi les erreurs qui interviennent la réflexion du signal. Vous avez également les perturbations ionosphériques et troposphériques liées surtout, comme on l'a vu précédemment, les ondes se propagent à la vitesse de la lumière qui est une constante. Le problème, c'est que la couche atmosphérique est constituée l'atmosphère plutôt terrestre est constituée de 2 couches. Il y a la troposphère qui est la couche basse entre 0 et 60 km et vous avez l'ionosphère entre 60 km et 80 et 1000 km plutôt. Et quand le signal va traverser ces 2 couches-là, il y a en fait un ralentissement du signal. Or, le signal est censé se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc, il y a des ajustements à faire à ce niveau-là pour avoir une meilleure précision. Et ça va impacter en fait sur la précision de la position, tout simplement. Vous avez aussi le blocage partiel. C'est le cas par exemple dans les forêts. Si par exemple vous êtes dans la forêt, vous n'aurez pas en fait une couverture globale.
ça peut masquer en fait certains satellites. C'est pas seulement dans la forêt, il y a également dans le milieu urbain. Si, ça peut faire en sorte qu'il y ait moins de satellites qui sont visibles en fait. Et si on a moins de satellites visibles, on aura moins de précision. Donc c'est principalement ces heures-là qui jouent sur la précision du positionnement. Il y a également d'autres. Okay. Et pour corriger ces erreurs-là, il y a plusieurs solutions possibles. Et voici parmi les solutions qui sont utilisées. Vous avez par exemple l'approche SBAS. SBAS signifie Satellite Based Augmentation System, qui se base en fait sur des satellites géostationnaires. Okay. Ces satellites-là vont envoyer des corrections en fait aux positions qui est estimée par le récepteur GNSS pour avoir plus de précision. C'est le cas du système EGNOS qui est utilisé en Europe, okay, et ou bien du système WASP des États-Unis. Okay, nous verrons également ici dans la prochaine vidéo, on parlera du système ASBAS, okay, de la TECNA ici en Afrique. Donc le système SBAS fournit une précision de l'ordre de 1 à 3 mètres. Okay? Le temps de convergence est immédiat, gratuitement, et c'est utilisé principalement dans l'aviation et dans la navigation de façon générale. Vous avez des corrections différentielles des GPS, ici c'est des différentiels GPS, ou bien on parle également des GNSS. Des GPS ou bien des GNSS qui se basent également sur en fait des stations qui sont fixes au sol. Et ces stations vont envoyer également aussi des corrections au récepteur GNSS. Et ça permet d'atteindre une précision de l'ordre de 5 à 2 mètres également. Donc en convergence immédiate, okay, dans le domaine maritime et dans le transport aussi. Vous avez le RTK également, Real Time Kinematic ou bien cinématique en temps réel, qui se base également aussi sur des stations fixes qui sont au sol, ou bien sur une station fixe au sol. Okay. Et cette station qui est fixe au sol a tout simplement en fait un positionnement qui est bien connu, et c'est lui qui va envoyer des corrections au récepteur GNSS. Et les systèmes RTK permettent d'atteindre une précision de l'ordre de 1 à 2 cm. Donc elles sont très précises, utilisées okay, dans la topographie, dans les drones et dans l'agriculture, et surtout dans le domaine de l'armement. C'est du temps réel, du real time ici. Vous avez du PPP également, ou bien du positionnement précis, du positionnement ponctuel précis plutôt, okay, qui se base également, lui cette fois-ci, comme on l'a dit, quand le signal va en fait traverser la couche de l'atmosphère terrestre, il y aura un décalage. Le PPP en fait va se baser principalement en fait sur la correction au niveau atmosphérique. Ça intervient également sur les orbites des satellites et ainsi de suite. Même également aussi sur les horloges. Donc ces corrections sont appliquées au niveau de la couche atmosphérique, au niveau des décalages horaires, des décalages sur les horloges, ainsi de suite. Et ça permet d'atteindre une précision de l'ordre de 2 à 5 cm, okay, et un temps de convergence de 10 à 30 minutes. Okay. Et vous avez également le NRTK qui est juste ici, c'est le réseau network. On a dit le RTK se base sur une station qui est fixe au sol. Et le NRTK lui se base sur des stations qui sont fixes en fait, sur un réseau de stations qui sont fixes au sol en fait. Et ça permet d'atteindre une précision de 1 à 3 cm. Ici, vous avez d'autres systèmes également qui combinent en fait le RTK ici et le PPP pour avoir également des meilleures précisions. Donc, ce sont les techniques utilisées principalement et c'est pour améliorer en fait la précision du signal, pour avoir une précision allant de l'ordre du mètre au centimètre près. Okay. Et c'était principalement ce que nous voulons couvrir dans cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et dans la prochaine épisode, nous allons parler du GNSS dans le domaine de l'aviation.